Bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons maintenant parler de la création de ses propres directives. Donc on a vu dans le chapitre précédent que les directives nous permettaient d'interagir avec le code HTML. Pour être précis, c'est le seul moyen que l'on a au sein d'AngularJS pour interagir justement avec le code HTML. Donc par exemple, si vous voulez mettre en place un système de date picker ou un système d'onglets, ne pensez même pas et n'imaginez même pas le faire depuis le contrôleur, c'est interdit. Dès que vous voulez interagir, donc ajouter des éléments au niveau du code HTML, modifier le code HTML ou y ajouter des événements, il va falloir utiliser des directives. Donc pour cela, il est essentiel d'apprendre à bien créer ses propres directives. Donc en soi, vous allez le voir que créer sa propre directive n'est pas forcément très compliqué sur AngularJS. Ceci étant dit, il y a pas mal de petites notions qui ne sont pas forcément très faciles à comprendre depuis la documentation. Ces notions sont par exemple la transclusion, la restriction et l'isolation. Donc ces trois notions sont les éléments clés pour bien comprendre comment fonctionnent les directives. Et c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Donc mon exemple, je l'ai légèrement changé entre le précédent chapitre et celui-ci, tout simplement pour avoir quelque chose qui est un petit peu plus sympa déjà à regarder et un petit peu plus structuré. Donc au niveau du code HTML, je n'ai pas fait des gros changements, si ce n'est chargé le bootstrap de Twitter pour pouvoir avoir une mise en page qui est plutôt intéressante. J'ai mis en place un petit header, mais je n'ai pas changé le code HTML que l'on avait créé. Et au niveau de la single, donc lorsque l'on clique pour voir les commentaires, j'ai rien changé si je n'ai mis un petit peu plus de syntaxe. Mais globalement, le code HTML n'a pas changé par rapport au chapitre précédent. Donc pour prendre l'exemple que l'on a, imaginons que mon système de commentaires que j'ai au niveau des partials, ici, j'ai envie de le réutiliser à plusieurs endroits dans mon application. Ce qui est pénible, c'est que je serai obligé à chaque fois de copier-coller ce code-là. Alors ce que j'aimerais bien faire, c'est avoir quelque chose qui soit facilement réutilisable. Donc ce que je peux faire, c'est justement me créer une directive. Alors pour se créer une directive, on va se créer tout simplement à la place de ce que l'on a ici, une div. Et au niveau de cette div, on va pouvoir y mettre un attribut qui sera le nom de notre directive. Donc par exemple, je suis la nomenclature de AngularJS, donc je vais l'appeler ng- pour éviter qu'elle rentre en collision avec des directives qui vont exister plus tard. Je pourrais l'appeler comment, mais rien ne me dit que plus tard dans l'HTML 18 ou 19, l'attribut comment corresponde à quelque chose. Alors que ng-comment, il y a beaucoup moins de chances que ça arrive. Voilà, donc là j'ai créé comme ça mon élément. Du coup, ce que je vais faire, c'est je vais me créer une directive. Donc pour cela, je vais aller dans le fichier JS, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler directive, et dedans, je vais appeler un fichier comment.js. Donc là, j'ai choisi de tout mettre au singulier, mais vous pouvez mettre tout au pluriel si ça vous va mieux. Là, c'est vrai qu'en réfléchissant, c'est pas forcément la meilleure syntaxe, mais voilà. Donc ici, on est parti. app.directive. Donc c'est une fonction qui prend en premier paramètre le nom de notre directive. Donc nous, c'est ng-comment. Donc attention, c'est du camel case. Donc ça va être traduit, dès qu'il y a une majuscule, il va le mettre en minuscule et mettre un tiret avant. Donc ng-comment, comme ça en majuscule. Et ça prend en second paramètre une fonction qui retourne un objet. Cet objet nous permet de définir le fonctionnement de notre directive. Et le premier attribut que l'on va voir, c'est l'attribut template, qui nous permet d'indiquer par quoi sera remplacé ce code ng-comment. Nous, on va tout simplement mettre un petit paragraphe, alors hop, comme ceci, et mettre salut les gens. Voilà. Donc, je suis plutôt satisfait de moi. Si maintenant, j'actualise ma page, donc hop, je vais passer comme ça sur deux onglets, on verra un petit peu mieux. Et si je veux voir ma modification, il va falloir que je charge ma directive. Donc ici, au niveau de mon code HTML central, je vais aller charger mon fichier comment.js. Et automatiquement, vous voyez, si j'inspecte mon élément, que j'ai ma div qui s'appelle ng-comment, et à l'intérieur, il va y mettre tout simplement mon code salut les gens. Alors les directives, il y a plusieurs manières de les noter, vous n'êtes pas obligé de suivre cette nomenclature-là. Vous pouvez tout simplement mettre ng:2.comment, ça fonctionnera aussi, ng_comment, ça fonctionnera aussi. Vous pouvez aussi mettre data- avant, si vous souhaitez respecter les recommandations de l'HTML5, qui est de ne pas mettre d'attributs spéciaux. Et donc pareil, hein, vous pouvez mettre data, 2 points, et ainsi de suite. Ça va toujours fonctionner. Donc moi, je choisis la syntaxe qui me va le mieux en termes d'écriture et qui est la plus simple pour moi, qui est la syntaxe naturelle en fait. Voilà. Donc là, vous voyez, automatiquement, ça a remplacé. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier le code que j'ai ici, comme ceci, hop, et je vais le mettre dans mon template. Donc là, hop, je copie-colle ce texte ici, et je vais aussi copier le HR.
Donc là, on voit un truc, c'est que c'est pas forcément très pratique, tout simplement parce que je suis obligé de faire du multiligne, ce qui va poser des problèmes en JavaScript et tout ça. Donc ce que je peux faire, c'est aller me créer un autre fichier qui va contenir en fait mon morceau. Donc là, dans ce cas-là, le paramètre ne sera plus template, mais template URL. Donc URL. Et ici, ça sera... alors, je pourrais le mettre dans le dossier partials, je réfléchis. Voilà, on va le mettre dans le dossier partials et ça s'appelait comment.html. Donc je sauvegarde. Là, vous voyez, si j'inspecte mon élément au niveau de la console, j'ai une erreur parce qu'il cherche ce fichier-là et il ne le trouve pas. Donc ici, je vais aller créer un nouveau fichier que je vais appeler dans partials /comment.html. HTML, voilà. Et dedans, j'y mets mon petit code. Voilà, hop, j'espace. Et au niveau de mon comment.js, je vais préciser que c'est dans le dossier partials. Donc si je sauvegarde, je vois que je n'ai plus d'erreur et qu'au niveau de mon système, ben, j'ai mon commentaire qui s'affiche, un petit peu comme ce que j'avais avant. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Vous voyez qu'on n'a pas... Maintenant, on a un code qui est beaucoup plus propre. Donc maintenant, on va voir une première notion qui est la notion de restriction. Donc vous avez la possibilité de mettre ici un attribut restrict. Restrict va nous permettre de dire à quel niveau on va autoriser cette directive. Donc par défaut, c'est à A. A comme attribute, c'est-à-dire que la directive fonctionne comme un attribut. Donc vous voyez que là, automatiquement, ça continue à fonctionner. Si je mets d'autres lettres, alors je vais vous les expliquer plus tard, mais E ou C, vous voyez que ça ne fonctionne plus. E, en fait, c'est que vous autorisez cette directive en tant qu'élément. Donc elle ne va plus s'utiliser de cette manière-là, mais elle va s'utiliser directement en créant un élément qui s'appellerait ngComment, comme ceci. Et vous voyez, ça refonctionne. Et enfin, le C, vous le devinez quasiment, C, c'est comme classe en fait. C'est que votre directive, le nom de votre directive doit être utilisé comme une classe. Donc, par exemple, ici, on aurait la classe ngRepeat. Et dès qu'il va détecter un élément qui a cette classe ngRepeat, il va utiliser tout simplement notre directive. Donc ces différentes restrictions nous permettent de choisir comment on va utiliser notre directive. Ça n'a pas forcément d'influence sur la structure du code, mais ça nous permet de faire des différences. Ce qui peut être pas mal, par exemple, si on a une classe datpicker qui est stylisée en CSS, ben, ça peut être cool de l'avoir aussi qui est bindée à travers une directive. Comme ça, ça permet d'éviter de dupliquer du code. Donc c'est vraiment un choix personnel plutôt qu'autre chose. Alors moi ici, vu que ça représente un commentaire, j'estime, c'est mon avis personnel, que ngComment, directement d'avoir un élément ngComment, c'est plus logique. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Donc là, c'est plutôt sympa, mais on a un petit inconvénient, c'est que si jamais pour une raison X ou Y, je change cette variable-là, imaginons je l'appelle comment2, parce que j'ai envie, mais automatiquement, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi j'ai ce problème-là? J'ai ce problème parce que lorsque vous créez une directive, elle hérite et elle utilise automatiquement le scope parent. Donc dans notre cas ici, si on inspecte notre élément, hop, au niveau de... On va sortir le petit batarang, on a 3 scopes. Donc le premier qui contient le root scope, ensuite le scope qui contient les commentaires, et notre scope dans le ngRepeat qui contient chaque commentaire. Et vous voyez qu'on a un comment2, ce qui est logique, c'est ce que j'ai demandé. Le problème, c'est que dans l'impartial, je lui demande d'avoir un comment. Et du coup, ça provoque un problème. Donc avoir comme ça le scope qui est directement utilisé dans la directive, c'est pas forcément pratique. Il faudrait un moyen de lui dire, bon, ben, je veux que dans cette directive-là, tu passes mes commentaires. Et c'est là que rentre une notion importante qui est la notion d'isolation. Donc si vous voulez créer un scope isolé, c'est-à-dire que votre directive ne va pas hériter du scope parent, mais va avoir son propre scope, il faut faire scope, deux points et un objet vide. J'oublie pas la petite virgule à la fin. Et si maintenant je réinspecte, vous voyez qu'au niveau de chaque commentaire, j'ai un nouveau scope qui a été créé, qui est propre à chaque directive. Donc encore une fois, c'est un scope qui est créé à partir du scope parent. Donc si ici je remets comments, mais ce scope a une particularité, c'est que si jamais ici je supprime par exemple comment 2 et que je remets comment, vous voyez que les commentaires continuent à ne pas s'afficher. Ce scope là, il est vraiment isolé, il est créé à partir de rien. Donc maintenant le problème, c'est comment le remplir. Comment lui dire, bon ben crée-moi dans ce scope ici une variable parent, une variable qui va s'appeler commentaire, et mets-lui comment2 à l'intérieur. Ben, tout simplement pour faire ça, on va utiliser les attributs. Donc par exemple ici, je vais mettre comment égale comment2. Et au niveau de ma directive, ben maintenant j'aimerais bien lui dire, bon, ben, injecte ce qu'il y a dans cette propriété-là, dans cet attribut-là, dans mon scope. Et pour cela, il faut faire
comment, donc ça va être le nom de notre propriété, et à l'intérieur, je vais mettre égal. Donc là, en fait, je lui dis que le scope donc, est isolé, donc je crée mon propre scope, il aura une propriété comment qui sera égale à l'attribut comment. Donc ici, j'ai cet attribut-là, donc il va injecter cette variable-là dans mon scope, donc dans comment. Donc si je sauvegarde et que maintenant je re-regarde mon scope, vous voyez bien ici qu'on a notre propriété comment. Ici, je pourrais l'appeler comme je veux. Si par exemple je veux l'appeler lol ça va, voilà comme ça. Bon, là automatiquement, si je mets égal, il va chercher un attribut qui va s'appeler lol ça va. Mais si je veux lui préciser d'aller reprendre la variable qui se trouve dans l'attribut commentaire, je fais comment. Je sauvegarde et vous voyez maintenant que j'ai mon fameux attribut lol ça va qui prend automatiquement le scope qui est passé ici. Donc hop, je vais revenir sur mon comment égal, ce qui est beaucoup plus logique. Mais voilà, ça vous permet d'avoir des attributs qui peuvent être n'importe comment et d'avoir toujours votre directive qui reste propre. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'isolation. Alors il faut savoir qu'il y a d'autres propriétés. Alors les noms ont été choisis un petit peu arbitrairement, vous allez voir, c'est un petit peu bizarre. Une autre, c'est le arrobase. Donc le arrobase, on va mettre comment a. Ça veut dire que vous prenez le contenu de l'attribut. Donc si je sauvegarde, alors là, hop, on va lui dire de prendre comment, cet attribut comment. Ben, vous voyez que ça ne prend plus directement le tableau, mais ça prend tout simplement la chaîne. Donc là, plutôt que de dire, bon ben, sûrement que comment 2, ça représente un élément qui est au niveau du scope parent, il ne s'embête pas, il dit, bon ben, je prends la chaîne de caractères. Et enfin, la dernière propriété que vous avez, c'est le et. Le et vous permet tout simplement de passer une fonction. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon contrôleur comments, voilà, et on va faire $scope.select comment égale function et qui fera un alerte salut. Le problème, c'est que maintenant, j'aimerais bien injecter cette fonction select lorsqu'on va cliquer sur un commentaire. Donc là, je vais aller créer un nouvel attribut, on va l'appeler select, et on va lui dire la fonction à exécuter. Et la fonction à exécuter, c'est tout simplement notre fonction newComment, notre fonction selectComment. Donc maintenant, lorsque je regarde au niveau de mon élément, ici, je vais mettre un ngClick, et ça va lancer la fonction. Donc nous, elle va s'appeler select. Donc ngClick select. Donc si je sélectionne mes éléments, pour l'instant, ça ne fait rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser encore une fois l'isolation pour pouvoir lui dire, bon ben la fonction select que tu attends, elle correspond à l'attribut qui s'appelle select. Donc vu que là c'est le même nom partout, je peux directement juste mettre un et. Hop, et là je mets parenthèse, vu que c'est une fonction qui va être exécutée, ben, automatiquement, lorsque je vais cliquer sur un élément, ben, il va se dire je vais exécuter la fonction dans le scope parent. Donc là, en fait, cette fonction, il va l'exécuter comme si on faisait le ngClick à ce niveau-là, au niveau de ce scope-là. Donc ce qu'il faut retenir au niveau de l'isolation, c'est que ça permet de créer un scope qui va être propre à notre directive. Donc ça évite comme ça de s'embrouiller la tête avec... à savoir ben, dans quel scope on va être au moment où on va utiliser notre directive et d'avoir nos propres variables. Donc on a trois moyens de transférer des variables de notre élément, de notre scope parent vers la directive. Le premier, c'est en utilisant le égal. Donc, ça veut dire que l'attribut ici sera injecté. Ensuite, vous avez le arrobase qui vous permet de dire que la chaîne de caractères va être utilisée. Et enfin, le et qui permet de dire que ça va être une fonction qui va être passée par référence. Et du coup, si on met ici une fonction, elle ne sera pas exécutée au niveau du scope donc de ma directive, mais directement au niveau du scope parent. Voilà, donc c'est les trois petites notions, c'est un petit peu compliqué, mais vous inquiétez pas, on reviendra lorsqu'on va faire des exemples dessus et ça sera peut-être un petit peu plus clair. Mais c'est important de bien comprendre ça parce que c'est ce qui va vous permettre de créer des directives qui sont facilement réutilisables. Donc nous ici on va juste laisser comment pour passer le commentaire que l'on veut afficher. Alors maintenant on va faire une autre directive, et ça va être une directive qui va permettre d'afficher l'heure qu'il est. Donc on est parti. Cette directive on va l'appeler time, ça va être un élément encore une fois, donc là hop, time, et on est parti. Donc ici hop, app.directive, alors je la mets dans la directive qui s'appelle comment, je sais que ça n'a absolument aucun sens, mais c'est pour gagner du temps. Donc ça va prendre une fonction, et cette fonction elle return plutôt un objet. Donc si vous avez compris, au niveau du restrict, on va préciser que c'est un élément à utiliser.
Au niveau du template, donc on va mettre directement template et on va mettre comme ça time. Donc là, ça va utiliser une variable qui est au niveau du scope. Donc vu que je n'ai pas choisi encore d'isolation, automatiquement il cherche dans le scope parent. C'est quelque chose que l'on veut éviter. Donc on va faire scope de point est un objet. Comme ça on travaille dans notre propre scope. Et là j'aimerais bien faire une petite fonction, faire un petit peu de code et modifier le code HTML. Par exemple, j'aimerais bien lancer un timer ou détecter quand on va faire des paramètres dessus. Comment je fais? Vous avez une petite fonction qui est plutôt sympa, c'est link. Link, c'est une fonction qui prend 3 paramètres. Le premier, c'est un scope qui est propre tout simplement à notre directive ou qui est un scope qui hérite du parent si on n'a pas fait d'isolation. Ensuite, le second paramètre, c'est l'élément. Et enfin, les attributs. Donc les attributs, on n'en a pas forcément tout le temps besoin, mais c'est pratique si jamais vous voulez checker ou faire des conditions suivant si un attribut est défini ou pas. Mais on pourrait tout à fait y accéder depuis Element. Donc ceci étant dit, on est parti. Là, ce que j'aimerais bien faire, c'est tout simplement faire en sorte que la date s'affiche à un certain format. Donc là, du coup, je vais mettre c'est scope.time égale maintenant. Voilà, pour juste afficher maintenant en fait. Donc si je sauvegarde, vous voyez que ça m'affiche maintenant. Si je veux afficher la date qu'il est, je fais date filter. Donc c'était un filtre, on n'en a pas forcément parlé, mais c'est un filtre qui permet d'organiser une date. New date. Et en second paramètre, on met le format. Donc nous on va mettre mm2.ss et un h devant. Comme ceci. Donc hop, je mets un point virgule, je sauvegarde et ça ne va pas fonctionner pour la bonne et simple raison que ce date filter il ne connaît pas, je le sors de mon chapeau. Donc je vais l'injecter en paramètre pour que l'injection de dépendance fonctionne. Et vous voyez que ça me donne l'heure. Maintenant ce que j'aimerais bien faire c'est que ça s'actualise tout le temps et que ça me donne l'heure au fur et à mesure que l'heure avance évidemment. Donc pour cela je vais utiliser un autre élément qui est intervalle. Donc dans le précédent chapitre, on avait vu par exemple la fonction timeout qui nous permettait d'exécuter quelque chose en retard. Intervalle nous permet de réexécuter une fonction plusieurs fois dans le temps. Donc on va l'appeler timeInterval ou même intervalle égale $interval. Donc c'est une fonction qui va être exécutée plusieurs fois et on va l'exécuter toutes les 1000 millisecondes. Donc toutes les secondes, on va actualiser le temps. Et là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire cette petite fonction là, hop, pour automatiquement mettre à jour le scope.time. Et je vais faire un console.log time change. Donc je sauvegarde. Et vous voyez maintenant qu'automatiquement ça s'actualise. Donc ce scope là fonctionne bien. Par contre il y a un inconvénient. Si j'inspecte mon élément et que je regarde au niveau de la console, hop, je vais y arriver. Il ne veut pas, alors je vais bouger la fenêtre. Je vois qu'il me fait time change. Je vais sur article et je vois que time change continue à s'exécuter. Donc ça en termes de performance, c'est pas du tout bon du tout, parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va afficher des commentaires et tout ça, il va réexécuter à chaque fois ce time change. Et vous allez voir au fur et à mesure, ça va s'exécuter de plus en plus vite. Et ça pose un problème au niveau des performances globales de votre application. Si quelqu'un navigue très très longtemps, ça va le faire exploser. Donc ce que l'on peut faire, c'est on va pouvoir écouter un événement qui est particulier, c'est destroy. Destroy, c'est lorsque l'élément va être retiré du code HTML. Et lorsqu'il est retiré, ce que l'on fait, c'est qu'on va prendre notre intervalle et on fait interval.cancel interval pour lui dire tout simplement d'arrêter son timeout. Donc là, je vois que ça fait time change plein de fois. Je clique sur article et vous voyez que ça s'est arrêté. Si je reclique sur cet article-là, hop, ça va reprendre et ça va nous permettre comme ça d'avoir un code qui n'est pas trop gourmand en termes de performance. Donc cette fonction link va nous permettre en fait vraiment de gérer les événements sur des éléments. Donc l'élément le plus classique, le cas qui revient le plus souvent, c'est l'utilisation de jQuery. Par exemple, imaginons j'ai envie d'utiliser ce plugin-là qui s'appelle PickADate, qui nous permet de choisir une date. Ce plugin-là, c'est un plugin jQuery. Comment je fais pour le faire fonctionner avec AngularJS ? Donc comme je vous l'ai dit, AngularJS utilise un système qui s'appelle jQlite. En fait, élément, c'est un élément jQlite. Donc si vous jamais vous choisissez d'utiliser jQuery et que vous chargez jQuery dans votre élément, plutôt que d'utiliser ce moteur interne qui est une version allégée de jQuery,
très allégé, il va utiliser jQuery. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir y greffer différents comportements. Donc je vais aller télécharger cette librairie-là. Voilà. Donc là, j'ai pris celle-là arbitrairement, mais vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez si ça vous chante. Donc là, au niveau de mon dossier Angular, donc je vais créer un nouveau dossier. Hop, je vais appeler plugin. Voilà. Bon, encore une fois, j'aurais pu mettre un S, mais c'est pas très grave. Et je vais y mettre pickdate. Donc là, si je me souviens bien, tout est dans le dossier lib. Donc je vais charger picker et pickerdate pour pouvoir sélectionner une date. Donc au niveau de mon index.html, hop. Donc vous voyez au passage, je n'avais pas jQuery, donc je vais aller aussi charger jQuery. Hop. Alors je vais regarder sur sa page quelle version il prend. Voilà, donc je vais prendre directement cette version-là. Donc hop, je duplique ma balise pour charger jQuery. Donc là, automatiquement, jQlite va être supprimé d'AngularJS et il utilisera jQuery. Ensuite, je vais charger mes deux plugins. Donc ici, c'est le plugin slash... alors, j'avais pas mis de nom, je crois que j'avais directement copié les fichiers. Donc c'est picker.js. Voilà, et picker.date.js. Et ensuite, je vais avoir besoin de CSS. Donc au niveau du thème, hop. Je vais prendre classique.css. C'est pas très pratique, c'est vrai que ça fait plein de CSS à charger. C'est plugin slash themes slash classique.css et classique.date.css. Voilà, bon, je crois avoir fait le tour, hein, mais normalement ça doit être bon. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est maintenant, lorsque l'on va sélectionner un champ, avoir cette date. Donc, je vais supprimer ce que j'ai fait ici, donc ma directive. Tous les fichiers s'appellent comment, c'est pas très pratique. J'ai supprimé les directives que j'ai créées. Bon, ngCommon, je vais la garder, parce qu'elle est quand même pratique. Et je vais faire une directive qui permet de charger un datepicker. Donc ici, ça va être, on va l'appeler datepicker. Ça va être une fonction qui va retourner un objet. Le scope, on s'en fiche, on n'a pas besoin de l'isoler, c'est juste pour greffer un comportement. Donc on va juste préciser une restriction pour dire que ça va être sur une classe. Et ensuite, pas de template, on n'est même pas obligé. Directement une fonction link qui prend en paramètre, donc on avait vu le scope, l'élément et enfin les attributs. Et ce que va faire cette fonction là, c'est automatiquement charger mon datepicker. Donc là, hop, c'est ça. Donc hop, je prends mon datepicker, donc c'est pickdate, et là je n'ai pas à faire une sélection d'éléments jQuery, je fais directement mon élément. Donc maintenant, il faut l'appliquer tout simplement sur un champ de type texte. Donc je vais aller prendre mes commentaires en HTML ici. Et ici, je vais aller me créer un input. Hop, je vais copier ce qui a été fait là. Voilà, et au-dessus des commentaires, je vais me créer un joli petit champ. Et ce champ, je vais lui mettre la classe datepicker. Donc au niveau de la classe ici, je rajoute la classe datepicker. Donc si je reviens maintenant sur mon code HTML, je vais inspecter pour vérifier que je n'ai pas d'erreur. Et je vois que j'ai plein d'erreurs. Hop. Donc là, je charge dans le dossier JS alors que c'est directement la racine dans un dossier plugin. Donc au niveau de mon index.html, je vais faire la petite modification. Hop. Est-ce que j'ai fait l'erreur en haut? Non. Voilà, comme ceci. Alors je vois que j'ai toujours 3 erreurs. Alors c'est sûrement le plugin qui est tout pété. Alors je vais prendre directement la version compressée. Voilà. Et au niveau de mon comment.js, je vais le forcer à utiliser jQuery, comme ceci. Donc si maintenant j'actualise, je vois que je n'ai aucune erreur et que mon champ est maintenant devenu un petit datepicker. Donc l'avantage des attributs, c'est qu'on va aussi pouvoir définir directement au niveau du code des attributs. Donc par exemple, au niveau de notre... alors c'était au niveau de datepicker que je viens juste de fermer. Hop, on a la possibilité de préciser tout un tas d'attributs qui se situent dans la documentation. Donc on va en prendre un seul juste pour l'exemple. Voilà, ici, le bouton, j'ai envie de le changer et que ça soit autre chose. Mais je peux tout à fait le faire. Au niveau de notre système, donc c'était au niveau de notre input, ce que je peux faire, c'est imaginer qu'on a des propriétés. Et ces propriétés, on va les appeler datePickerOptions, par exemple. Donc, que je le retrouve, je m'y perds dans mon code HTML. Voilà, il est ici. Ben, je peux faire, par exemple, datePicker-options. Bon, c'est pas optimal du tout, hein, mais voilà. Et là, mettre différentes propriétés. Par exemple, today, aujourd'hui. J'ai pas mis d'espace ni rien pour éviter d'avoir des problèmes. Donc là, au niveau de mon code HTML, j'ai besoin de récupérer ce datePicker options.
Donc je peux le faire à travers l'attribut que je passerai ou tout simplement utiliser le scope. Scope, deux points, hop, et là, DatePicker_Options, donc ça va être avec... Donc là, je vais carrément l'appeler Options, voilà, et lui dire de récupérer ce qui est directement sous forme d'objet dans DatePicker_Options. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit console.log de scope. Si je sauvegarde et que j'inspecte mon élément, hop, j'ai oublié une petite virgule ici, je vois que dans mon scope, j'ai ma fameuse propriété option qui contient les différentes options. Et donc l'avantage, c'est qu'ensuite, j'ai plus qu'à faire scope.options. Si je sauvegarde, ben maintenant, hop, je vois que j'ai mon petit bouton qui s'appelle aujourd'hui. Donc c'est plutôt pas mal si vous voulez, comme ça, faire un plugin qui soit facilement customisable. Voilà, donc c'est un exemple, mais c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, comment mettre en place jQuery UI ou DatePicker ou quoi que ce soit en utilisant des directives. Ça va toujours fonctionner comme ça. C'est à travers cette fonction link qu'on va pouvoir greffer des événements, des comportements, faire des modifications et tout renvoyer aux parents. Donc il nous reste une autre notion à regarder, deux petites notions à regarder. La seconde notion que je veux regarder avec vous, c'est la notion de transclusion. Imaginons, donc là on va se créer une directive qu'on va appeler ngTest. Et cette directive, hop, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va return un template qui sera une div. Dans cette directive, on aura salut, voilà, et qui se ferme comme ça. Et c'est tout. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va isoler le scope. Donc on va mettre scope comme ceci. Et là, on va vouloir avoir le nom de l'utilisateur. Donc on va mettre username. Et le username sera passé tout simplement en paramètre. Donc là, on va mettre username de point égal. Ok, alors je réfléchis si c'est plutôt pas mal. Ok, et on va dire que c'est une directive qui sera sous forme, donc avec la restriction, sous forme d'attribut. Voilà, donc ma directive est maintenant créée. Au niveau de mon comments.html, imaginons que je l'utilise autour de mes commentaires. Donc là, hop, je vais renommer ça en comment, c'était aussi bien. On va retirer le select, qui ne sert à absolument à rien. Voilà. Et on va entourer tous mes commentaires ici d'une div qui va avoir cette fameux attribut ngTest. Si je sauvegarde, ben, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que tous mes commentaires, d'ailleurs j'ai supprimé ça aussi, tous mes commentaires ont disparu. Ce que j'aimerais bien faire, c'est injecter ces commentaires-là. Et en plus, donc je vais préciser, c'était username égale newComment.username. Donc si je sauvegarde, hop, et que maintenant je tape quelque chose, vous voyez bien que ça affiche salut machin. Et au niveau de notre directive, on va mettre un petit peu de gras. Mais le problème, c'est que le code qui est à l'intérieur de cette directive a disparu. Ben, il n'existe plus. Si j'inspecte mon élément, vous voyez que j'ai ma div, j'ai mon strong et mon ngRepeat, ben, il n'y a plus rien. C'est là que intervienne le ngTransclude. Donc on a la possibilité d'utiliser une transclusion. Donc pour utiliser une transclusion dans votre template, vous mettez une div qui va avoir l'attribut ng-transclude. Ou transclude, comme vous voulez. Et ici, on ferme cette div là. Si maintenant j'actualise, vous voyez que ça ne fonctionne pas, parce qu'il va falloir préciser qu'on a une transclusion en mettant transclude de point true. Je sauvegarde, et maintenant je vois que j'ai bien salut, suivi des différents commentaires. Et là, hop, si je l'écris, ça continue à fonctionner. En fait, à la place du ngTransclude, ce qu'il va faire, c'est qu'il va transcluder, donc je ne sais pas c'est quoi le mot en français, mais il va injecter ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y a quelque chose il est très important de bien comprendre, c'est que la transclusion se fait avec le scope du parent. C'est-à-dire que si ici je mets par exemple que le comment il est nul, enfin ça sera un attribut, bon peu importe, hein, je m'en fous. Si j'inspecte mon élément, ce sera un attribut qui sera égal à username, on s'en fout, c'est vraiment pour l'exemple. Ben, je vois que ça m'affiche bien new comment username. D'ailleurs, ouais, on va même mettre comments. Vu que c'est, oui, c'est ça. Ici, on va plutôt mettre comments. Vous voyez que ça va continuer toujours à fonctionner. Alors qu'on pourrait se dire, mais attends, cette directive, elle a une variable comments. Donc cette variable comments, elle vaut ici l'attribut.
Mais à l'intérieur de ma directive, j'ai quand même un ngRepeat qui utilise cette variable comments. En fait, lorsque vous faites une transclusion, ce que fait AngularJS, c'est qu'il zappe votre directive. Il imagine qu'elle n'a jamais existé et il fait l'héritage du scope comme il le ferait d'habitude. Donc si votre directive isole son propre scope ici, et c'est ce que je fais là, ça ne va pas affecter les éléments qui sont en dessous. Donc les éléments en dessous ne sont pas affectés par toutes les directives parentes. Donc ça c'est quand même plutôt intéressant. Donc ça peut être utile si vous avez besoin de faire comme ça une directive qui entoure une structure particulière. Par contre, évitez de faire des manipulations HTML dessus parce que vous risquez de perdre des comportements. Voilà, donc ça c'est la transclusion. Donc jusqu'à maintenant, les notions que l'on a vues, c'est la restriction. Donc on peut mettre A si on veut que ça soit seulement un attribut, E sur un élément, C sur une classe, ou A, E, C si on veut les trois, ou ne rien mettre du tout. A, E, C si on veut les trois. On a vu la notion d'isolation avec le scope, donc avec soit la propriété arrobase, soit la propriété égale, soit la propriété est commerciale, qui veut dire qu'on va rattacher une fonction par rapport à son scope parent. Et enfin, on vient de voir la transclusion. Donc maintenant, la dernière notion que l'on va avoir, c'est la notion de contrôleur parent. Donc les contrôleurs parents nous permettent de gérer des cas un petit peu particuliers où on a besoin d'avoir plusieurs directives imbriquées qui interagissent les unes avec les autres. Alors concrètement, ce n'est pas un cas que l'on va forcément rencontrer souvent. Le problème, c'est que le jour où vous allez le rencontrer, vous allez vraiment vous tordre la tête. Donc autant le voir maintenant, comme ça au moins ça sera fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre Flatly. Voilà, donc c'est le thème que j'ai utilisé pour voir comment il structure différents onglets. Tabs, voilà. Et on va reprendre son code HTML. Je vais supprimer toutes les librairies à la con que j'ai téléchargées, donc c'est tout le dossier plugins, pour éviter d'avoir un code qui soit plus compliqué que de raison. Hop, voilà. Ma directive, je vais carrément l'appeler directive. Comme ça va contenir toutes les directives. Ça sera un petit peu moins bête que d'avoir quelque chose qui s'appelle comment, alors que dedans, il n'y a pas que la directive commentaire. Voilà, donc pareil, j'aurais pu mettre un S, mais je choisis de ne pas le faire. Et au niveau, on est bon en fait. Hop. Je peux supprimer cette partie-là. Voilà. Donc maintenant, si je réactualise, ça continue à fonctionner. Donc je vais toujours sortir l'inspecteur pour vérifier que j'ai jamais d'erreur. C'est toujours un petit peu embêtant de chercher alors qu'il n'y a pas d'erreur. Donc mon idée, c'est d'avoir un onglet qui permet de voir le contenu de l'article et ensuite un autre onglet qui va me permettre tout simplement, de voir les commentaires. Donc là, au niveau de mon code HTML, je vais essayer de prendre le cas le plus simple possible. Donc on va ici créer une div qui va entourer à la fois nos commentaires et à la fois l'article. Donc ça va être tout ça. Voilà, tout ça. Hop. Et ça, je vais le mettre dans un élément qui va s'appeler tabs. Alors, je respecte les conventions, donc je mets ngtabs plutôt. Et ensuite, à l'intérieur, j'y mets une première div qui va s'appeler ngtab. Et je vais lui choisir un titre, donc ngtab title égale, là ça va être article, ou l'article. Et ensuite, une autre ngtab. Là qui contiendra les commentaires. ng-tab et au niveau du title on va mettre le nombre de commentaires. Donc c'était comments.length suivi de commentaires en fait, tout simplement. Voilà, donc là on a notre structure de base. Donc au niveau du code HTML ça ne change rien si ce n'est qu'il a des balises qu'il ne connaît pas. Donc, au niveau de nos directives, je vais créer une première directive qui va nous permettre de gérer les onglets. Donc app.directive. C'était ngtabs, qui sera une fonction qui retournera un objet. Donc cet objet, on lui met tout de suite une restriction, on y pense, c'est E. Cet ngtabs, il inclut d'autres directives. Donc on va mettre transclude à true. Ce que l'on aime bien faire, c'est toujours travailler avec notre propre scope. Donc ici, on va mettre scope et on met l'isolation. Et là, le truc un petit peu particulier que l'on va faire, c'est qu'on va non pas mettre une fonction link qui va nous permettre de faire différents comportements, mais une fonction contrôleur, enfin une propriété contrôleur. Donc le contrôleur, c'est comme le contrôleur classique, on y injecte ce que l'on veut à l'intérieur. Donc ça veut dire que notre directive va avoir son propre contrôleur.
Alors vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi avoir son propre contrôleur? Quel est l'intérêt? Tout simplement, c'est qu'on va pouvoir dire que notre directive enfant, qui est la directive tab, va hériter de ce contrôleur-là. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir, comme ça, au sein de notre directive ngtabs, avoir une sorte d'API qui va permettre d'interagir avec. Donc je vais créer mon autre directive qui va être exactement similaire à celle-là. Hein. Donc restrict E, transclude true, un scope vide. Un scope vide, alors pas entièrement vide, on va quand même préciser le titre en disant je veux récupérer seulement la version caractère. En fait, je ne veux pas récupérer le scope parent. Sauf que là, on ne veut pas lui dire d'utiliser le contrôleur parent, mais sauf que là, on ne va pas créer notre propre contrôleur pour cette directive, mais on va lui dire de lier à ce contrôleur-là. Donc pour cela, on va mettre require, un accent circonflexe suivi du contrôleur de la directive parent. Donc ici, nous, c'est ngtabs. Donc ça veut dire que ça va inclure le contrôleur de la directive parent. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on fait notre fonction link, elle peut prendre non plus 3 arguments, comme c'était le cas tout à l'heure. Si vous vous souvenez, c'était ces 3 arguments-là. Mais elle en prendra un 4e, que vous pouvez nommer absolument comme vous voulez, qui sera le nom du contrôleur parent. Donc ici, nous, c'est tabs contrôleur. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'ici, on va déclarer une fonction au niveau du scope. Donc j'injecte le scope. Donc là, on fait $scope.click. Voilà, égale function alerte scope. D'ailleurs là, hop, on va lui passer un paramètre, le titre de l'onglet sur lequel on a cliqué. Donc là, on va l'appeler title. Et on va mettre en alerte title. Donc maintenant, au niveau de ma fonction link, je peux faire element.click function. Et dès qu'on va cliquer dessus, ça appellera le contrôleur. Donc c'est tabs contrôleur. Donc c'est tabs contrôleur. Alors que je ne me trompe pas. Tabs ctrl. Voilà. Point click. Et ça alertera le message, le title. Donc c'est scope.title. Alors là, j'appelle cette fonction directement au niveau de tabs contrôleur. Donc ici, c'est pas scope, mais c'est directement vis. Voilà. Donc je n'ai pas besoin de cet élément-là pour le moment. Hop, je vois que j'ai une petite erreur. Ici, je vais mettre ngtab plutôt. Voilà, donc j'ai plus l'erreur. J'ai plus l'erreur, mais je vois plus rien. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis de template pour chaque élément. Donc on va créer ces 2 templates. Donc on va les créer encore une fois dans ce dossier partials pour pouvoir avoir une structure un petit peu plus organisée. Bon, encore une fois, je suis même pas sûr. Là, on va créer un nouveau dossier carrément de directive, ça sera plus pratique. Donc ici, on est parti. Template, URL. Donc, le premier, ça sera directive/tab.html avec un S, vu que c'est l'élément qui va contenir plusieurs onglets. Et ensuite, on va créer un autre élément pour la directive tab, qui va s'appeler tout simplement tab, sans S. Voilà. Donc je vais aller créer ces 2 fichiers, hein, sinon il va nous sortir masse d'erreurs. Donc c'est directive/tab.html. Et je vais dupliquer ce fichier et l'appeler tab.html. Donc au niveau de notre dossier tabs, ce que l'on va avoir besoin de faire, c'est d'afficher ces onglets. Donc c'est récupérer ce code qui est ici. Voilà, comme ceci. Bon, on va pas avoir besoin d'autant de trucs. À la limite, l'entourer d'une div, histoire de faire ça bien. div.tabs. Voilà, hop, avoir le système d'onglets qui va être tout en haut. Donc c'est navtabs, on se fout du margin bottom. Voilà, on a des LI qui ont la classe active, on s'en fiche, et qui ont des liens. Voilà, et ça répété plusieurs fois. Et on ferme notre UL. Et à la fin, on n'oublie pas de mettre un petit ngTransclude. Donc div, classe, égale tabs-content. Moi, je prévois les classes HTML, il n'y a pas de style qui est associé, mais c'est pour éviter après d'avoir à y repenser et de faciliter le travail de l'intégrateur. Voilà, donc le ngTransclude va avoir son effet. Donc maintenant, au niveau de notre fichier, hop, l'autre fichier plutôt, qui est ici, bon, on va avoir tout simplement un seul onglet. Donc c'est une div qui va avoir l'attribut ngTransclude, et qui va avoir la classe tab. Donc je reviens maintenant au niveau de notre fichier directives, je vais y arriver, et je retire ce que j'avais fait. Donc ce que j'aimerais bien faire, c'est rendre le truc dynamique, c'est-à-dire dans cette directive-là, ngtabs,
connaître le nombre d'onglets qu'il y a. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que je rajoute une nouvelle table, donc à chaque fois que la fonction link va avoir un effet, je vais préciser à mon contrôleur parent d'ajouter mon onglet. Donc là, au niveau de notre contrôleur, on peut créer une fonction, donc this.add égale function, qui prend en paramètre le scope et qui va faire une fonction. Donc ce scope, on va l'appeler tab, tout simplement, pour pouvoir savoir de quoi on parle. Et là, on va faire une nouvelle variable quand on va avoir besoin d'envoyer la vue. Donc cette variable, on va l'appeler tabs, qui contiendrait tout simplement tous les onglets. Donc scope.tabs égale du vide, ou plutôt un tableau comme ça, vide. Sinon, on ne va pas pouvoir appliquer la méthode push dessus. Lorsque un onglet est ajouté, donc dès que la fonction link a lieu, dans ce cas-là, on fait $scope.tabs.push et on envoie le nouveau tableau que l'on a. Donc au niveau de notre tabs.html, maintenant c'est très simple. Hein. On a juste à faire un petit ngRepeat, donc li, ngRepeat, lorsque tab est sur tabs, voilà. Et dans ce cas-là, j'affiche le titre. Donc c'est tab. Alors tab, si vous vous souvenez, c'est le scope de l'enfant. Hein. Donc c'est tab.title. Je sauvegarde. Voilà. Alors je vois que j'ai un petit problème. Ici, j'ai mis vis alors que je parle du contrôleur parent. Hein. Désolé, petite erreur. Quand je parle, je pense pas forcément à ce que j'écris. Et je vois que maintenant, j'ai mes deux onglets, article et 3 commentaires. Alors il y a un petit problème au niveau de la syntaxe. Hop, c'est que normalement ici, c'est des liens. Donc là, on va mettre des liens. Ah. Voilà, bon, c'est pas idéal, mais ça fera l'affaire. Donc, hop, si j'actualise, je vois que j'ai comme ça mes deux liens. Donc, je vais maintenant rajouter une propriété au niveau de nos onglets. Donc, au niveau de ma directives, ici, je vais faire scope.selected, par défaut, égale false. Maintenant, au niveau de mon onglet, je vais dire de ne l'afficher, ng-show, seulement si l'onglet est sélectionné. Donc par défaut, les deux vont être cachés. Lorsque je vais cliquer sur un élément, ici je vais mettre un ngClick, dans ce cas-là, je vais sélectionner notre onglet. Et à l'intérieur de ce ngClick, je mets tab.selected égale true pour dire qu'on vient de sélectionner cet onglet-là. Et au niveau de mon tab.html, j'ai fait une petite erreur, c'est directement selected, vu qu'on est au niveau du bon scope. Si je clique sur 3 commentaires, vous voyez que ça affiche bien mes 3 commentaires. Et article, ça affiche l'article. Par contre, il faut que ça masque les autres. Donc là, par défaut, le comportement n'est pas forcément facile à implémenter juste à travers ce scope-là. Donc ici, je vais plutôt appeler une fonction qui va s'appeler select et qui prend en paramètre l'onglet sélectionné. Donc là, au niveau de notre contrôleur, je vais créer cette fonction select qui prendra en paramètre l'onglet et elle fera tab.selected égale true. Mais par contre, avant, elle doit placer tous les autres onglets en false. Donc là, on réutilise la fonction forEach que l'on avait vue. Donc c'est angular.forEach function qui prend en premier paramètre tous les onglets. Donc c'était $scope.tabs et qui, pour chaque onglet, va faire une fonction qui prend un seul paramètre parce qu'on a besoin seulement qui prend un seul paramètre. Donc là, ça va être... Alors tab, c'est pas forcément très judicieux parce qu'on va le mélanger, on va l'appeler t, et qui fera t.selected égale false. Donc en fait, ça va prendre tous les onglets et ça va leur dire, les affiche pas. Donc j'inspecte parce que j'ai sûrement fait une petite erreur. Angular is not defined. Voilà, j'ai mis un t qui servait à rien. Et ça prend aussi un E majuscule. Donc je clique sur 3 commentaires, je clique sur article et vous voyez que ça affiche le bon. D'ailleurs, hop, le titre n'est pas au bon endroit, donc c'est au niveau de, là directement au niveau de comment.html. Voilà, hop, j'ai juste à changer et l'avantage c'est que c'est très simple. Alors deux petits problèmes. Le premier, c'est que j'aimerais bien ici afficher, mettre une classe si l'élément est sélectionné. Donc là, c'est très cool. Vous allez le voir avec AngularJS, on a une petite directive dont je n'ai pas parlé. Donc là, je vais passer à la ligne pour que ça soit plus clair. C'est la directive ngClass. ngClass nous permet d'attribuer une classe suivant différentes conditions. Donc ça prend comme ça un tableau, enfin un objet. On lui dit applique la classe active et ensuite on va lui dire la condition. Donc la condition, c'est que le tab soit sélectionné. Donc si le tab est sélectionné, ça retournera true et dans ce cas-là, il mettra la classe active. Sinon, ça retournera false et il ne mettra pas la classe active. Et vous voyez comme ça, on a notre système d'onglets.
L'autre problème, c'est que ici, vous voyez, par défaut, ça n'affiche pas l'onglet, ce qui n'est pas forcément très très pratique. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va dire que si le nombre d'onglets est nul, if scope.tabs égale 0, .length plutôt, ça veut dire qu'on n'a aucun enregistrement pour le moment. Si on n'a aucun enregistrement, dans ce cas-là, l'onglet que je suis en train d'injecter, on va le sélectionner. Et dans ce cas-là, on peut faire scope.select, l'onglet qu'on est en train d'injecter. Si je sauvegarde, automatiquement, ça nous permet de sélectionner le premier onglet et d'avoir le premier onglet qui est ouvert. Et là, je peux maintenant naviguer d'un onglet à l'autre. Voilà, donc là, c'est vraiment l'exemple le plus poussé que vous pouvez rencontrer. Des directives comme ça imbriquées, c'est assez rare qu'on en a au final, mais ça m'est arrivé quelques fois et c'est vrai que j'ai galéré vraiment à comprendre tout ça. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment insister et vous expliquer tout de A à Z sur les directives. Si vous avez été largué, c'est pas très grave. Le jour où vous allez avoir votre cas concret et que vous allez devoir créer votre propre directive imbriquée, vous allez réfléchir à ça et essayer de décomposer ça. Là, c'est vrai que je vous balance toutes les infos d'un coup, c'est peut-être un petit peu dur à assimiler, mais il n'y a pas le choix, hein, c'est comme ça. Alors, pour finir, petite conclusion sur ce fonctionnement-là, pour essayer de resituer un petit peu tout dans l'espace. Donc, on a créé deux directives. Une première qui s'appelle ngtabs, qui permet de dire, on va avoir à l'intérieur des onglets. Donc cette directive ngtabs, ça va être un élément HTML. Donc du coup, je mets un restrict E pour dire élément. Je mets transclude true pour qu'automatiquement, il transclude les informations qu'il y a à l'intérieur et qu'il prenne le code HTML qu'on a envoyé à l'intérieur et qu'il l'injecte. Ensuite, je précise le template à utiliser. Donc c'est un template un peu plus classique. Hein. Et j'ai un contrôleur. Ce contrôleur me sert en fait d'API pour que les enfants puissent communiquer avec lui. Donc ensuite, au niveau de ma directive enfant, ngtab, j'ai à peu près les mêmes propriétés, si ce n'est que j'ai un attribut require qui permet d'injecter au niveau de la fonction link le contrôleur. Donc ce contrôleur maintenant me sert d'API et je peux lui dire par exemple d'ajouter des onglets, d'en supprimer ou de faire un petit peu ce qu'il veut. Et vous voyez qu'au final, j'ai une directive qui est bien structurée mais qui me permet vraiment d'avoir quelque chose de très très évolutif. Maintenant, dès que je veux créer un système d'onglets, vous voyez qu'au niveau du code HTML, c'est très simple. J'ai juste comme ça tabs et ma structure avec un attribut title et tout ça. Donc après, vous n'êtes pas obligé de partir aussi bourrin, c'est-à-dire de choisir des éléments HTML. C'est vrai que ça peut faire un petit peu particulier. Mais si on utilise le bootstrap de Twitter, et si on regarde un petit peu la structure du code, parfois les divs en fait elles ont des classes particulières qui correspondent dans notre cas. Là on pourrait tout à fait avoir une classe tab, c'est ensuite en enfant des classes tab qui correspondraient à notre structure et qui nous permettraient d'avoir des directives avec la restriction C plutôt que la restriction E. Mais bon, moi je préfère ça, au moins on sait que là on parle vraiment d'éléments qui vont être modifiés et on ne prend pas le risque de changer la classe à la volée. Donc on peut mettre AEC si on veut à la fois attribut, élément et classe. Mais en général, on va préférer cantonner quand même les directives pour éviter les problèmes. Et enfin, la notion un petit peu compliquée, qui est vraiment la notion d'isolation. Par défaut, une directive va hériter du scope parent, et donc avoir toutes les mêmes propriétés, et va modifier le scope parent. Donc si vous modifiez dans votre link le scope, et que vous n'avez pas d'isolation, automatiquement vous allez modifier le parent. Dans la plupart des cas, c'est quelque chose que l'on va vouloir éviter parce que ça veut dire que nos directives vont pouvoir foutre un bordel pas possible dans notre parent. Et si on veut l'éviter, on met un attribut scope qui est un objet, soit un objet vide si on ne veut pas de propriété, soit un objet qui contient des clés. Donc les clés, il y a plusieurs moyens d'affecter un scope. Donc c'est le égal qui nous permet de dire tu prends le scope parent et tu l'injectes dans mon scope enfant avec cette propriété-là. Donc si vous mettez juste égal, ça veut dire que c'est un attribut qui aura le même nom. Si vous mettez ici n'importe quoi, c'est ce qu'il faudra mettre au niveau de notre directive pour l'injecter dans notre scope comment. Vous avez le arrobase qui est le plus simple à comprendre. Globalement, ça prend l'attribut au format texte et ça vous l'injecte dans cette variable-là. Et enfin, vous avez le et qui permet d'exécuter une fonction au niveau du scope parent. Donc ça peut être pas mal. Moi, c'est ce que j'utilise. Par exemple, je veux faire un pull to refresh. Je vais mettre on pull to refresh et ça va lancer une fonction dans mon contrôleur pour dire dès qu'on fait un pull to refresh, ça fait quelque chose en particulier. Si vous voulez d'ailleurs exécuter une fonction qui se situe dans le parent, si par exemple ici vous aviez ça, si vous voulez l'exécuter au niveau de votre enfant, il faudrait faire scope.title comme ceci. Et automatiquement, vous allez exécuter cette fonction-là qui correspondra à celle du parent.
Voilà, donc là, on a fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer sur les directives. Donc n'hésitez pas à pratiquer, à essayer d'injecter vos propres directives, essayer d'utiliser vos propres plugins jQuery en utilisant ce système de directives. C'est vraiment en pratiquant que vous allez comprendre comment ça fonctionne. Donc ne prenez pas peur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de notions, mais au final, une fois qu'elles sont maîtrisées, c'est très très rapide et créer des directives est un véritable jeu d'enfant. Donc voilà, rendez-vous dans le prochain chapitre où nous allons reparler un petit peu d'Ajax et on va voir les ressources.